Petit à petit, la musique s'est vraiment invitée dans ma vie jusqu'à devenir mon métier au début des années 2000. Bah, maintenant que le parcours est assez long, je content parce que c'est d'abord mon métier, mais c'est resté surtout une passion, quoi, quelque chose qui m'anime et qui me lâche pas, quoi. J'ai beau me dire parfois dans des périodes de doute, j'en ai marre de courir le cachet, j'en ai marre parfois dans certaines périodes de oui d'attendre un petit peu que le téléphone sonne et on peut pas attendre indéfiniment que le téléphone sonne. En tout cas, même dans ces moments-là où je me dis est-ce que je pourrais pas changer de vie, faire autre chose parce que j'ai plein de centres d'intérêt différents, mais voilà, je m'accroche toujours et puis c'est quelque chose qui me tient chevillé au corps. Je me vois pas arrêter ça et puis arrêter d'écrire, arrêter de composer, arrêter de me balader un petit peu partout avec mes chansons. Ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Bienvenue sur Aujourd'hui Écrivons Demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Si j'étais Marty McFly, j'irais 2 jours après Noël 1974, clinique Alexis Carrel, juste me regarder naître, juste se voir apparaître. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire découvrir Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Katia. Donc tu es chanteur, guitariste, auteur et compositeur. Tu dis dans ta biographie en ligne que tu es tourné vers l'humain et la sensibilité, que tu interroges le monde. Tu vas nous raconter tout ça. Avec plaisir. Je t'avais découvert grâce à un ami que nous avons en commun, William Larquet, donc qui est aussi membre du groupe Alios et représentant artistique de l'asso Artistes en Herbe. Donc il se trouve que j'ai interviewé William et le groupe Alios, donc on va retrouver tout ça en ligne. J'étais venue t'écouter, alors on en parlait en off pour recontextualiser dans une période un peu particulière. Ouais. Donc c'est Chantons sous les pins. Alors c'était pas le festival Chantons sous les pins. Ah, c'est le festival qui s'appelle comme ça. C'est un lieu qui s'appelle le Studio sous les pins à Saint-Paul-les-Dax, Mmh. qui n'a rien à voir avec le festival de musique. On pourra parler du festival tout à l'heure si tu veux, parce que c'est le mois prochain justement et j'en fais partie, donc c'est cool. Très bien. Je me souviens, il faisait un froid de canard. C'était donc en période Covid. Alors cette fameuse période où il nous était interdit de nous réunir à plus de 6, de faire de la musique dans les lieux publics. Ouais. Là, on s'était réunis, hein. Donc on était sous un auvent en plein hiver, il faisait très froid, on était avec des plaids. Bon, c'était ceci dit très sympathique. Est-ce qu'on peut dire que c'était un concert clandestin? Oui, on peut dire ça, oui. On était des pirates de la musique, mais c'est vrai que c'était la période aussi où les magasins avaient recouvert de cellophane tout le rayon culture. Quand on y pense maintenant, c'est vraiment très drôle. Voilà. Mais Oui, à l'époque, c'était, enfin, très drôle dans le sens où c'était tellement ridicule. ridicule, quoi, voilà, de cacher certains rayons et pas d'autres. Bon, c'était une période où, comme on disait tout à l'heure, la logique a été mise à rude épreuve. Je me rappelais pas qu'ils avaient aussi empêché l'accès au rayon culture. Alors, on se souvient du rayon des jouets pour les enfants, le rayon des chaussettes et des culottes, Mmh. mais je ne me rappelais pas du rayon culture. Et moi, je m'en rappelle parce que c'est un peu mon univers et mon domaine et voilà, j'essaie vraiment cette image d'un supermarché dans lequel j'étais rentré et j'avais constaté que les livres et les disques étaient recouverts de bâches ou je sais pas quoi. Enfin, c'était assez hallucinant. Ouais. Oui, c'était
Peut-être pour ne pas faire concurrence aux librairies qui, elles aussi, étaient fermées. Il y avait pas quelque chose comme Il y ça? avait un truc comme ça aussi, ce qu'on peut comprendre parce que les libraires étaient un petit peu frustrés, en colère, donc voilà. Moi, sur le coup, c'est vrai que quand on n'avait pas toutes les infos, on pouvait, c'était une période où on pouvait facilement s'insurger de certaines choses et ouais, c'était assez trouble, hein. On était bousculés vraiment dans nos habitudes et mais ça a permis aussi de mettre en lumière certains comportements, quoi, les nôtres et ceux des autres. Et moi qui m'intéresse beaucoup à observer les gens, c'était source de pas mal d'idées pour pour écrire notamment. Ah bah, c'était un véritable laboratoire. Oui, exact. Mais c'est vrai Mmh. que c'était un laboratoire qui malheureusement nous fermait aussi les portes de certains endroits. Et moi, ça, on en parlera tout à l'heure, je crois, mais c'est un Oui. peu compliqué, oui. En tout cas, bravo et merci d'être venu à ce moment-là au studio Sous les Pins parce que on était, je pense, une poignée, peut-être une vingtaine ou une trentaine. Et c'est un moment que dont je me rappelle et qui m'avait fait du bien. Je m'étais dit bon, tout n'est pas perdu. Bah, c'était ça qui était important à cette période-là, de sentir qu'on n'était pas tout seul, ouais. Oui, on était peut-être une trentaine et on c'était, à la bonne franquette, mode, auberge espagnole, je crois. Chacun va Ouais, amener un petit quelque chose à partager ensemble, ouais, ouais, ensuite. ouais. Oui, j'ai souvenir vraiment d'avoir eu très, très froid, mais on était venus t'écouter, donc on a joué le jeu, c'était chouette. Vous avez Ouais, réchauffé les cœurs. c'est ça. Alors je crois que c'était le spectacle «Si j'étais Marty McFly» parce qu'on disait qu'en même temps tu jouais aussi, bah, ton spectacle où tu reprenais des titres de MC Solar. Donc Mhm. on a une petite hésitation sur ce que tu as joué, mais il me semble que c'était des chansons plutôt personnelles que tu avais écrites toi, donc c'était, Ouais, si tu te souviens de cette chanson-là, si j'étais Marty McFly, c'est que forcément c'était un concert où je chante mes chansons, celles qui sont issues de mes albums. Et effectivement, en parallèle, à l'époque, j'avais lancé un spectacle hommage de son vivant MC Solar que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune. Et j'en ai fait des versions en acoustique avec ma guitare et quelques samples. Et voilà, j'ai joué ça pendant 2 ans, mais ça a été un petit peu perturbé aussi par la période Covid, puisque je l'avais préparé juste avant. Et comme beaucoup d'artistes, j'ai dû mettre de côté un peu certaines choses. Puis ça a repris après, évidemment, heureusement. on y reviendra. Alors peut-être Ouais. pour démarrer, Guillaume, qui es-tu? Est-ce que tu veux bien te présenter? Parce que l'idée, Euh, c'était justement aussi que je te fasse, découvrir, et connaître, à mon audience. c'est très gentil. Ben, je m'appelle Guillaume Galliana. Donc mon nom d'artiste c'est Guillaume depuis presque 25 ans. J'ai grandi en région parisienne où mes parents étaient enseignants. J'ai habité longtemps dans une école maternelle, dans un appartement de fonction. Et j'ai commencé la musique très jeune, mais un petit peu en dilettante. C'est-à-dire, j'étais pas dans une famille de musiciens, mais mes parents ont bien senti que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc mon père voulait faire de moi un champion de tennis, mais il s'est un petit peu trompé. Je me servais beaucoup de la raquette pour faire semblant de jouer de la guitare. Et puis petit à petit, en grandissant, la musique m'a rattrapé. En fait, elle est venue m'inviter quand je suis arrivé dans le Sud-Ouest, puisque j'ai quitté la région parisienne après mon bac. Et quand je suis arrivé à Pau pour faire des études d'anglais, ben j'ai trouvé un groupe qui cherchait un chanteur. Moi, j'avais quelques textes de côté. Je jouais pas de guitare encore, mais j'avais envie de chanter, donc je me suis lancé comme ça dans l'aventure. Et voilà, j'ai fait mon lit dans les Landes, où je venais déjà depuis tout petit. La maison que j'habite aujourd'hui est d'ailleurs cette maison de vacances où je venais. Et voilà, aujourd'hui, je suis papa, j'ai 3 enfants et je suis donc intermittent du spectacle. Je fais beaucoup de concerts chaque année. J'ai fait des albums, j'ai écrit 2 livres. Et puis voilà, je fais un petit peu l'acteur aussi de temps en temps pour une ou deux chaînes YouTube ou quelques séries dont je fais des petits rôles, et des silhouettes comme on dit, même parfois de la figuration. Donc c'est un métier qui me plaît beaucoup aussi, mais que je connais moins que celui de musicien. Donc je vis dans les Landes, à la fois dans les terres de Chalosse et aussi un petit peu sur la côte, puisque j'ai ma compagne qui habite là-bas et avec qui on a une fille. Donc mes 2 enfants sont grands, mes 2 grands garçons sont grands, mais ma petite fille elle a 12 ans, donc je suis là-bas une semaine sur 2. Bon, voilà, vous savez tout. Presque. J'ai lu que pour te présenter, tu notais: «Mon univers à moi, c'est la musique, les mots et la scène». Tu nous racontes, c'est quoi ton rapport avec la musique et le chant? Alors tu dis que tu as démarré finalement, sur le tard? Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai démarré très tard, à 18 ans. Et puis, c'est devenu mon métier quelques années plus tard encore, parce que ça a d'abord été quelque chose que j'ai fait en amateur. Mais voilà, j'y prenais goût de plus en plus, j'écrivais de plus en plus, je me suis mis à la guitare.
Donc j'ai développé ce rapport à la musique, ces échanges avec les autres qui me plaisaient beaucoup. Le fait de me trouver sur scène, ça m'impressionnait, mais en même temps, j'aimais beaucoup ça. Donc j'ai compris au fil du temps que le métier que je préparais, qui était un métier totalement à l'opposé, parce qu'il fallait bien travailler, je travaillais dans la vente, mais je suis pas resté longtemps parce que c'était vraiment quelque chose qui me dérangeait profondément. Donc petit à petit, la musique s'est vraiment invitée dans ma vie jusqu'à devenir mon métier au début des années 2000. Et maintenant, maintenant que le parcours est assez long, je suis content parce que c'est d'abord mon métier, mais c'est resté surtout une passion, quoi, quelque chose qui m'anime et qui me lâche pas, quoi. J'ai beau me dire parfois dans des périodes de doute, j'en ai marre de courir le cachet, j'en ai marre parfois dans certaines périodes oui, d'attendre un petit peu que le téléphone sonne, et on peut pas attendre indéfiniment que le téléphone sonne. Mais en tout cas, même dans ces moments-là où je me dis, est-ce que je pourrais pas changer de vie, faire autre chose, parce que j'ai plein de centres d'intérêt différents, mais voilà, je m'accroche toujours, et puis c'est quelque chose qui me tient chevillé au corps. Je me vois pas arrêter ça et puis arrêter d'écrire, arrêter de composer, et arrêter de me balader un petit peu partout avec mes chansons. Ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc c'est un rapport assez émotionnel avec la musique, puisque en plus j'ai pas comment dire, j'en ai fait mon métier, donc j'en vis très confortablement, mais j'ai pas eu le succès que d'autres ont pu connaître. Donc quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas venu ternir entre guillemets mon. Je suis resté très indépendant, très libre de mes mouvements, de ce que je veux faire, de mes choix artistiques. Et ça, c'est quand j'y pense maintenant, je crois que c'est une vraie chance, parce que j'ai eu plein d'opportunités justement de passer des portes et puis d'être produit peut-être par des gens plus importants à des moments donnés, mais quelque chose a fait que ça s'est pas fait. Donc aujourd'hui, quand je fais le bilan, je me dis que c'est très bien comme ça. Je me sens vraiment à ma place. Tu pu regretter justement que ça ne se fasse pas à ce J'ai pas moment-là? regretté parce que non, j'ai pas regretté parce qu'en fait, il y a plein de ces moments où si j'avais dit oui, j'aurais dû faire beaucoup de concessions. Et j'ai, pour exemple, aussi autour de moi des artistes qui ont fait ce choix-là, ou qui, voilà, qui ont signé en major ou quoi. Et puis finalement, souvent, ça a été un petit peu un enfer pour eux, parce qu'ils devaient dépendre de toute une équipe, ils dépendaient de gens qui imposaient aussi leur vision. En tant qu'artiste, on a vraiment ce besoin de liberté, quoi. On a besoin de pas forcément en référer tout le temps à quelqu'un pour faire le choix d'un clip, le choix de certaines chansons pour un album. Donc c'est bien de s'entourer d'autres artistes. Par contre, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, et puis c'est ça qui m'a finalement, je pense, aidé à devenir ce musicien indépendant que je suis aujourd'hui, et que voilà, je donnerais ma place pour rien au monde. Parce Mmh. qu'en plus, il s'est passé plein de trucs. Vraiment, qui dit, comment dire, c'est pas parce que vous avez pas un succès populaire que ben vous vivez pas des choses extraordinaires, en fait. Et ça a été le cas pour moi. On va en parler, je crois, avec d'autres questions, mais c'est un métier qui m'a offert énormément de choses. Bah, raconte, dis-nous. Ben, en fait, ça prend du temps, mais on se trouve petit à petit, on trouve sa voix, on trouve son style, on apprend de ses erreurs aussi. C'est un métier où il faut beaucoup écouter les conseils quand même des autres artistes. Il faut observer beaucoup aussi comment font nos pairs. Et puis de fil en aiguille, moi en fait pendant longtemps j'ai dû faire chanteur de bal pour vivre de ce métier. Donc je ne vivais pas uniquement de mes chansons comme aujourd'hui. Je faisais le musicien de bal, donc ça a duré 5 6 ans. Et ça a été dur, mais c'était une très bonne école. Et un jour, j'ai participé à des rencontres d'écriture dans le village de Francis Cabrel en 2007, alors que j'étais encore chanteur de bal. Et là, ça a été une révélation pour moi. C'était un déclic incroyable, parce que hormis le fait que j'ai rencontré Francis Cabrel, que j'admirais beaucoup depuis tout petit, j'ai rencontré d'autres artistes qui venaient chercher la même chose que moi, c'est-à-dire des conseils, un regard extérieur sur leur travail. Et donc pendant 10 jours, on a été là en immersion, on se connaissait pas du tout, et on a dû écrire des chansons ensemble. Donc là, tu mets un peu ton ego de côté, parce que tu dois écrire des chansons avec les autres. Donc il faut que les chansons soient belles, il faut qu'elles aient du sens, il faut laisser un peu de terrain de jeu aux autres, il faut aussi amener ses propres idées. Donc ça a révolutionné un petit peu ma manière de créer, et ça m'a ouvert C'est-à-dire, surtout. c'était une écriture à plusieurs mains, tu peux dire?
Les Oui, textes étaient écrits à plusieurs mains? ouais, c'est des petits groupes, qui D'accord. se forment de 2, 3, 4 personnes parfois, mais souvent 2 ou 3. Et le but est d'écrire des chansons qui ensuite vont être retenues ou pas pour un spectacle de fin de stage devant 500 personnes dans la salle de concert, que Francis Cabrel a réhabilité d'ailleurs, dans son village, il y a très longtemps. Donc en fait, il y a à la fois, un petit esprit de compétition, mais qui s'efface très vite, parce qu'on est là-bas surtout pour l'amour des chansons et de la musique. Et donc c'est ça qui nous réunit et c'est ça qui prend le pas sur tout le reste. Donc on ne passe que des bons moments, on rencontre des gens formidables, on boit des coups, on se couche tard et puis voilà et puis il y a des chansons qui naissent qui seront peut-être pas rejouées, après ce stage-là, mais qui sont, d'un côté éphémères et il y a un côté, très chouette dans tout ça et moi ça m'a mis les 2 pieds dans le métier et c'est là que j'ai arrêté, de faire du bal. C'est là que j'ai arrêté de parce qu'on m'a dit là-bas en fait si tu veux vivre de tes chansons, si tu veux vraiment y arriver, il faut que tu puisses t'y consacrer, à fond quoi, à 200 et donc c'est ce que j'ai fait, voilà et puis surtout j'ai eu, la chance l'année d'après de partir en tournée avec Francis Cabrel qui m'a proposé de faire ses premières parties. Donc ça a été un déclic aussi incroyable parce que quand tu manques un peu de confiance, quand t'es pas sûr vraiment de ce que tu proposes, parce qu'on a toujours des doutes, bah c'est des choses qui donnent confiance et qui te font rêver quoi. Donc voilà, ça c'était un grand déclic aussi pour moi. Quel souvenir tu en gardes? De cette tournée? Ouais, d'avoir fait la première partie, avec cet homme que tu admirais tant quand tu étais petit? Ouais, c'était quelque chose d'assez lunaire et en même temps j'avais à la fois un complexe j'en parle un peu dans mon livre, à la fois ce complexe de l'imposteur en me demandant mais c'est bien moi qu'on a sollicité là pour ouvrir dans des zéniths, avant Francis Cabrel, c'est bien moi qui l'a choisi quoi. Donc on a T'avais du mal à y croire? ouais, j'avais un peu de mal à y croire. Et puis petit à petit, bah, avec le travail qu'on doit mettre en place pour préparer ces dates-là, on peut pas se défiler, on comprend que, ouais, c'est nous qu'on a choisi, donc il faut donner le meilleur de soi-même. Et donc ça m'a vraiment tiré vers le haut. Ça m'a appris aussi, la rigueur, des horaires, la rigueur d'un plateau de scène. Le plateau, c'est ce qu'on appelle, la scène, en fait, tout ce qui se passe sur scène. Tout est ordonné pour chaque date, les choses sont à leur place, il y a des repères visuels sur le sol, chaque lumière doit tomber, au bon endroit, le son est réglé, pendant les balances pendant très longtemps. On est sur un peu sur au volant d'une voiture de sport, j'ai l'impression, enfin, c'est un peu, je sortais moi des groupes de bal, des concerts avec l'orchestre de bal dans des villages, pour des soirées avinées où les gens étaient complètement bourrés, et on chantait pendant 4 heures des reprises. Donc c'était chouette, mais en même temps, au bout d'un moment, j'en pouvais plus parce que c'est ultra fatigant. Ça changeait tous les jours, on dormait très peu. Et puis là, ben, grâce à mes chansons, je me retrouve d'un coup, projeté dans un monde professionnel hyper rigoureux et hyper confortable pour aller défendre ses chansons. Donc forcément ça m'a tiré vers le haut. Et puis cette rencontre, elle a été hyper riche parce que c'est quelqu'un en fait de très humain, Francis Cabrel. Il est à la fois impressionnant, surtout quand on sait ce qu'il a fait, mais quand on connaît son œuvre, mais en même temps quand t'es devant lui, il est vraiment très normal quoi. Donc on oublie vite que c'est Francis Cabrel, il fait des blagues, il est un peu pince sans rire et puis il te met à l'aise quoi, vraiment. C'est ça aussi que j'ai voulu raconter dans le bouquin, c'est à la fois la mise en avant artistique qui m'a vraiment projeté dans mon métier à fond et qui m'a donné plein de bases solides pour la suite et aussi ce truc humain que j'ai vécu à la fois avec les artistes que j'ai rencontrés chez lui et avec lui directement et puis voilà, il y a eu en plus plein de choses, d'impact, d'effets papillons, dans ma vie personnelle, puisque par le biais de Francis Cabrel, j'ai rencontré sa fille qui m'a présenté ensuite, l'amour de ma vie, donc enfin voilà, avec qui j'ai eu ma petite fille, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc cette rencontre-là en 2007, ça a été le début d'un chamboulement assez grand dans ma vie et j'en observe encore, même aujourd'hui, les les conséquences positives, bien sûr. Et qu'est-ce que tu auras envie de lui dire aujourd'hui? Écoute, ça fait un moment qu'on s'est pas vus. On échangeait pas mal par mail, à une période. Ça s'est un petit peu tari,
Mais si je devais lui dire quelque chose, c'est juste merci, quoi. Voilà. Mais je lui ai déjà dit, puisqu'il a lu mon bouquin et on a échangé là-dessus l'année dernière quand je l'ai sorti. Je voulais qu'il le lise avant de le faire imprimer. Et puis j'ai eu son retour très bienveillant et très positif. Donc voilà, il a su à quel point je le remerciais, puisque dans le livre, j'en parle beaucoup. Oui, tu as écrit les effets papillons, donc pour faire un petit clin d'œil aussi à l'effet papillon. Alors j'ai repris la définition que tu as mis dans ton livre: phénomène suivant lequel un événement minime et lointain peut provoquer une importante conséquence indirecte et insoupçonnée. Tu en as vécu plein dans ta vie, notamment voilà ta rencontre avec lui. Oui, les effets papillons, c'est un petit peu, comment dire? Si on regarde bien, on est tous confrontés à des effets papillons finalement. On connaît la définition du battement d'aile d'un papillon qui peut provoquer un tsunami quelques jours plus tard. Bon là, je me suis servi de cette métaphore pour dire à quel point nos vies sont faites de grandes causes et parfois de petites causes et de grandes conséquences aussi. Donc moi, c'était d'un point de vue temporel, effectivement, les choix que j'ai faits qui m'ont amené dans son village et les choses qu'il a décidé de faire pour moi ensuite. Et puis pour d'autres artistes, hein, je suis pas le seul, hein, on était beaucoup à bénéficier de son soutien et de sa bienveillance. C'est un des rares artistes aussi connus, aussi reconnus, qui donne autant pour les jeunes artistes. Et voilà, donc ce qu'il a fait pour moi, directement ou indirectement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a pas maîtrisées, qu'il ne maîtrise pas forcément. Dans notre vie, on fait tous les jours des choix qui impactent à la fois notre existence et aussi celle des autres, et en bien comme en mal. Donc là, pour le coup, j'ai voulu me concentrer sur les effets positifs de ma rencontre avec lui. J'espère aussi que, à certains égards, moi, j'ai pu provoquer aussi des choses positives dans la vie de d'autres gens. C'était la question aussi que je m'étais notée, de te poser à ton tour. Quels sont les effets papillons que toi tu as pu provoquer? Est-ce que tu en as connaissance? Ce que tu as pu apporter à certaines rencontres dans ta vie? Parfois, on n'a pas conscience. Comme je disais tout à l'heure, on se doute pas à quel point sa parole ou un geste ou un acte, un coup de main qu'on va donner à quelqu'un peut vraiment. Je me rappelle d'un ami photographe à la même période à peu près après les rencontres à Stafford, qui est devenu un ami photographe, mais qui est vrai, à l'époque était pas bien dans sa vie. Et on s'était rencontrés sur un concert au Pays Basque. Il se reconnaîtra peut-être. Il s'appelle Sébastien. Et il était pas bien du tout. On avait eu une discussion avant le concert et il avait du mal à faire un choix pour son métier, à se lancer vraiment dans son métier de photographe. Et quelques années plus tard, il m'a dit, tu sais, cette discussion, elle a changé ma vie en fait. D'avoir discuté avec toi, ça m'a fait du bien et j'y ai vu plus clair et j'ai fait les choix juste après qu'il fallait. Donc on est tous entre guillemets amenés à bouleverser la vie des autres ou au moins à les aider consciemment ou non. Voilà. Moi après les rencontres à Safford, je suis devenu aussi intervenant pour l'asso Voix du Sud pendant plusieurs années. Donc, a priori, j'ai aussi apporté ma petite expérience et mes conseils à plein de gens. J'ai animé des ateliers d'écriture aussi avec des enfants. Donc, il m'arrive parfois d'en recroiser maintenant qu'ils sont grands, puisque les premiers ateliers que j'ai menés, c'était il y a une quinzaine d'années. Et j'ai aussi des retours de temps en temps qui sont hyper touchants, de gens qui ont grandi, qui me disent, bah, je me souviens très bien de vous, on avait fait une chanson. Ils se rappellent du titre de la chanson qu'on avait créée ensemble. Et voilà, ça, c'est des effets papillons qui font du bien parce que c'est des retours de. Il y a l'expression retour de bâton. Je sais pas comment on pourrait dire pour Mmh. au revers de la médaille, mais c'est des expressions un peu négatives. Il y a sûrement une expression qui me vient pas en tête, qui serait à inventer pour ces moments-là où vous reviennent à un moment donné, vous revient dans la figure quelque chose de positif que vous avez provoqué. Est-ce que tu as pu en inspirer, certains au point de devenir eux-mêmes, artistes comme toi? Ça, je sais pas. Je sais pas. Peut-être mon fils. J'ai mon fils aîné qui a 21 ans et j'ai 3 enfants, mais pour l'instant, c'est le seul qui vraiment est à fond de musique et de création. Il écrit ses textes, il produit ses musiques. Il joue pas d'instrument, mais il manie vraiment la musique assistée par ordinateur, donc il fait du hip-hop électro. Il est de plus en plus doué, donc voilà, ça peut être un bon exemple pour répondre à ta question. Comment tu as appris, su, écrire des textes de chansons? Parce qu'il y a une mécanique. Pour avoir, fait moi-même l'expérience d'écrire des textes de chansons, on se pose toujours la question de l'inspiration, de l'accroche, enfin de comment créer l'effet waouh que tu Ouais. décrivais, enfin que Daguerre nous voilà, nous dit: «Il faut essayer de créer l'effet waouh». Comment tu as appris?
Bah, je pense qu'on apprend, c'est instinctif, d'abord. Moi, ça a été instinctif. J'ai baigné dans un univers de poésie et de littérature. Mon père était prof de français, mon frère écrivait, des petits poèmes. Je me rappelle, il avait 10 ans de plus que moi, mais j'étais tombé un jour sur ses poèmes et ça m'avait étonné déjà que mon frère ait cette fibre artistique. Donc, voilà, j'ai un grand-père aussi, qui écrivait beaucoup. Donc déjà, j'ai baigné dans cet univers-là. C'est peut-être ça m'a poussé vers là, mais je suis persuadé vraiment qu'on peut naître dans une famille et avoir un frère ou une sœur qui aura pas du tout le même chemin que vous, même si on a baigné dans le même univers. En tout cas, moi, bah voilà, j'ai pris ça, ça m'a plu. J'ai aimé la lecture très tôt, j'ai aimé le cinéma, j'ai aimé les histoires en fait. J'ai aimé les livres disques. Je lisais beaucoup de bandes dessinées. Donc en fait, je pense que c'est ça qui a démarré au départ mon envie de raconter des histoires. Et je crois que l'essentiel pour écrire des chansons et pour créer une bonne chanson, c'est d'abord de raconter une histoire. On peut avoir évidemment des chansons qui sont plus dans une écriture poétique et abstraite. Je pense à Bachung ou à des gens comme ça. On n'est pas forcément, on n'a pas un thème qui vient nous percuter tout de suite. Il y a des images plutôt. Moi, je suis plutôt de l'école Cabrel, Goldman, Nougaro, donc j'aime bien que les mots sonnent entre eux et j'aime bien raconter des histoires. Et j'ai appris à Stafford ou en côtoyant d'autres artistes à peaufiner, à enlever surtout. J'en mettais beaucoup trop au début. Et puis on m'a appris que parfois quand on enlève, on gagne du sens, on gagne de la clarté, et c'est beaucoup plus facile aussi pour les gens qui écoutent ensuite de se plonger tout de suite dans la petite histoire qu'on veut leur raconter. Il y a cet exemple très flagrant que tout le monde connaît, c'est cette chanson de Souchon, J'ai 10 ans, où en quelques mots, dès le début de la chanson, on comprend qui nous parle, à qui et à qui il s'adresse et puis de quoi il va nous parler, quoi. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Bon, on sait que c'est Mmh. une chanson sur un adulte qui est devenu grand et qui veut continuer d'écouter son enfant intérieur. Voilà, donc la chanson, c'est ça, c'est peut-être faire en peu de mots et en peu de temps provoquer des émotions. Et puis il y a la musique aussi qui vient sublimer ça ou qui peut à l'inverse bousiller un beau texte. Donc c'est une alchimie entre tout ça qui fait que avec beaucoup de hasard et beaucoup d'instinct aussi et puis du travail quand même, on arrive à faire des petits objets comme ça qui sont des tranches de vie et qui Mmh. sont moi je pars de mon observation du monde, de ma petite vie personnelle, ça part de là d'abord et ensuite il faut que ça résonne pour les autres, sinon c'est pas intéressant. Donc il y a à la fois ce truc qu'on essaie de transmettre en n'étant pas forcément égocentré non plus, quoi. Voilà, il faut se décentrer aussi à un moment donné, une fois qu'on a une bonne idée et un bon angle aussi. Bon, je pourrais en parler des heures, hein, tu m'arrêtes, mais quand je commence à parler de l'écriture, c'est vrai que Et oui, mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, il y oui. a beaucoup de paramètres, mais je peux éventuellement faire une autre vidéo où je ferai un tuto Écrire d'écriture un de texte chansons. de chanson. C'est ce que je fais un peu quand je vais dans les écoles. Tu Euh, continues à animer des ateliers d'écriture? ouais, bien sûr. Ouais, ouais. J'ai arrêté de le faire pour Voix du Sud, mais je le fais maintenant pour l'association Chantons sous les pins dont on parlait tout à l'heure, le festival qui a lieu au mois de mars, qui a aussi une mission de médiation culturelle. Donc tout au long de l'année, on est plusieurs artistes à intervenir dans les écoles et à aller écrire des chansons avec les enfants. Donc on est là pendant une petite semaine pour en général une dizaine d'heures. Ah, quand Et même, comme une mini résidence, à l'école? ouais, ouais, c'est vraiment une semaine banalisée où l'artiste vient avec sa guitare et fait connaissance avec les enfants d'abord et ensuite leur explique le déroulé de l'atelier et comment on va arriver à faire une chanson à la fin qu'ils auront écrit, qu'ils auront imaginé et qu'ils iront défendre sur scène. Ça, c'est important. Et oui, parce qu'il y a cette finalité-là. L'idée, c'est d'écrire un texte, mais derrière, c'est aussi de pouvoir la chanter et comme tu dis, la défendre, devant tout le monde sur scène. Ouais, c'est un concentré du métier d'artiste musicien et qui leur fait voir aussi qu'écrire une chanson, c'est pas forcément super facile, que ça demande de l'exigence, du temps et que on va peser le pour et le contre. Est-ce qu'on prend tel mot ou tel autre?
Est-ce qu'on a la rime ou pas? Est-ce qu'on a la rime et le sens qu'on veut donner à cette phrase? Moi, j'essaye justement de leur apprendre ces choses-là dans une atmosphère un peu ludique, parce que il faut aussi beaucoup de musique et beaucoup d'échanges et de dialogues, de petites blagues avec eux pour qu'ils s'endorment pas sur leur table. Mais en général, ça marche bien. Voilà. Mais je continue effectivement à faire ça avec grand Mmh. plaisir, mais un peu moins qu'avant, parce que ça peut vite devenir quelque chose qui prend beaucoup de temps si on dit oui à tous les ateliers. Et moi, je suis d'abord un artiste qui va sur scène. J'adore ce rôle de l'apprenant et du médiateur culturel. Vraiment, je l'adore, mais je veux pas qu'il prenne le pas sur le côté artiste. Moi, ma place, c'est le siège passager. Les mecs qui passent avec leur air dérangé auraient plutôt tendance à monter par derrière. Rapport à la puissance de mon maxillaire. Je suis là d'ailleurs, exprès pour faire peur à ceux qui s'éternisent, qui voudraient dire je t'aime ou ce genre de bêtises. Moi c'est pas un problème, je mords direct au cœur. Je suis le chien de la fille et la fille je l'aime bien, je suis. Est-ce que tu peux nous apporter quelques précisions sur le festival Chantons sous les pins? Alors, le festival Chantons sous les pins, c'est un festival itinérant qui existe depuis je sais pas combien de temps, mais très longtemps, je dirais au moins 15-20 ans, qui a été initié par un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Barins, qui a fait beaucoup pour la culture dans notre département et aussi au-delà, parce il est aussi à l'origine de plein d'autres festivals. Il s'occupe du festival de Barjac-Monchante, je crois maintenant. Il organise aussi les Mois des mots dans les Landes. Bref, c'est quelqu'un qui a mis ce festival qui a donné naissance à ce festival il y a longtemps. Et c'est un festival un peu atypique dans le sens où pendant un mois, au mois de mars, il y a une quinzaine de concerts qui sont organisés dans plein de petits villages ou villes, des villes du département. Et donc ça couvre vraiment tout le territoire et ça rayonne à la fois dans un côté chanson française, mais de plus en plus aussi ça s'ouvre. De toute façon, la chanson française a évolué. Maintenant, on est des héritiers de Brassens, de Nougaro, de Goldman, de Cabrel, nous. Mais il y a aussi maintenant une nouvelle génération qui fait que la chanson c'est un petit peu à évoluer, quoi. Voilà, il y a toujours cette tradition de l'écriture. Donc Chantons sous les pins permet aussi à de jeunes artistes de se faire connaître. Voilà, c'est un festival assez éclectique et qui a lieu souvent dans des salles atypiques. Le but du festival, c'est justement d'amener la culture et la musique dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude de la voir. Voilà. Donc moi, cette année, j'aurai la chance d'être sur scène à Vieux-Boucau dans le cinéma, où j'ai déjà joué il y a quelques années avec avec un album que je sortais à l'époque. Et là, j'ai eu la chance de me voir proposer un coplateau avec Daran, qui est un chanteur que j'adore, que j'écoute depuis que j'ai commencé à écrire des chansons, en gros. Voilà, avec qui on a pas mal de points communs aussi, puisqu'il travaille maintenant pour Voix du Sud en tant qu'intervenant. Et on a un auteur en commun. Lui, il a un auteur attitré vraiment pour tous ses titres. Et c'est un auteur avec lequel moi j'ai travaillé sur un titre qui s'appelle Le Chien de la Fille. Et voilà, cet auteur s'appelle Pierre-Yves Lebert. Il écrit vraiment divinement bien. Donc je vous invite à venir je crois que c'est le 29 mars à Vieux-Boucau pour découvrir Daran surtout, et puis éventuellement écouter un peu mon concert lecture. Et oui, parce que tu ne chantes pas seulement. Pendant ton concert, tu fais aussi de la lecture de ton recueil pour te Ouais. raconter. Donc tu te livres à cœur ouvert. Je me livre à cœur ouvert, c'est ça. Je me livre à cœur ouvert parce que j'ai fait dans le livre un bilan un petit peu de ma vie d'artiste, et avec ce fil rouge qui est Francis Cabrel, que j'écoutais depuis tout petit et que j'ai rencontré ensuite et qui a un petit peu bouleversé mon parcours, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est un spectacle que j'ai adapté de ce bouquin. Donc j'en fais évidemment une synthèse. Je lis pas tout le bouquin. J'en lis quelques extraits qui sont entrecoupés souvent de chansons qui ont jalonné mon parcours et de clins d'œil aux chansons de Francis Cabrel. C'est pas des reprises de Francis Cabrel, mais c'est juste des ambiances sonores qui viennent rappeler à différentes époques l'impact qu'a eu Francis Cabrel sur ma vie
Et je pense aussi sur la vie des gens, parce que même les gens qui n'apprécient pas forcément le travail de Francis Cabrel ont forcément entendu la corrida Je l'aime à mourir et l'entendent encore à la radio. Donc c'est quelqu'un qui est présent dans les vies de d'un petit peu tout le monde. Voilà, donc c'est ce spectacle effectivement que je défends depuis 2 ans presque sur scène. De toute façon, le programme complet du festival est en ligne. Ouais, absolument. Et puis il faut le soutenir parce que c'est que des bénévoles qui œuvrent toute l'année. Enfin, il y a 2-3 salariés, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles qui font tourner la boutique et qui se bougent beaucoup, qui font énormément de kilomètres et de promotion et de sélection d'artistes et d'organisation ensuite parce que c'est une logistique. Donc ouais, c'est important de soutenir la culture et si ça passe pas loin de chez vous ou même à quelques kilomètres, n'hésitez pas. Il y a un beau programme ouais, effectivement qu'on peut consulter sur le site du festival. Les artistes sont originaires des Landes ou landais ou pas nécessairement? Non, non, pas nécessairement. Non, Non, ça vient vraiment de partout. Cette année, on a même Didier Super qui est un mais non, c'est vrai? c'est pour ça que je te disais ça c'est un festival qui est vraiment, axé sur la chanson française, mais qui s'ouvre aussi de plus en plus, à des choses un peu plus rock et un peu plus, déjantées. Décalé, ouais. Ah, les Et frères Ventous auraient eu leur place alors dans ce les festival? frères Ventous ont participé, au festival, il y Déjà? a ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, les frères Ventous, qui est un duo, on en parlera peut-être après, qui est que j'ai mis en place avec un copain, chanteur que j'ai rencontré à Stafford aussi d'ailleurs. C'est dans le livre, un des effets papillons, de ma rencontre avec Cabrel, c'est que j'ai rencontré Bastien, qui ensuite, est devenu un copain et avec qui on a fondé ce duo, très impertinent. Voilà, Assez, oui. voilà. C'est ça. Donc, tout ça pour dire qu'il y a dans la programmation du festival, oui, des choses très différentes et des gens qui viennent de partout en France, parfois même du Québec. C'est pas lando-landais, non. Bah, alors on peut peut-être parler de ton duo parce que, moi j'ai vu effectivement la séquence où vous aviez participé à La France a un incroyable talent. Ouais. Je me suis posé la question de est-ce que ton humour co votre humour corrosif a été compris? Parce Tu veux dire, qu'effectivement, pendant l'émission ou oui, en général? sur scène pendant l'émission. Alors oui, puisque déjà on a été, castés, sélectionnés avant, donc, ils savaient exactement, enfin pas le jury, mais l'équipe de production savait exactement ce qu'ils allaient accueillir, quoi. Il se trouve qu'en fait, le répertoire des Frères Ventouses est vraiment, vraiment trash. C'est de la chanson française qui est dans un écrin, de belles mélodies, un petit peu comme ce que je fais d'ailleurs, dans mes chansons et ce que fait Bastien aussi dans ses chansons. Donc tout ce qui est, mélodique et instrumental est beaucoup inspiré des chansons de Cabrel ou de gens comme ça. Mais on a posé dessus, des textes, comment dire? Très décalés, très marginaux, très provocateurs. Donc en fait, l'équipe de prod de l'émission savait très bien ce qu'ils invitaient à. Mais le jury, curieusement, a été, comment dire? On n'a pas réussi à les surprendre, en fait. Ils avaient eu déjà le plus trash avec, Laura Lone Ah oui, oui, oui. et voilà et nous, on a choisi de leur présenter une des chansons les moins trash de notre répertoire, qui est quand même assez, impertinente, on va dire, mais ça n'a pas suffi. Mais en tout cas, c'était une belle expérience parce qu'on a été bien accueillis. On a passé une bonne partie de l'après-midi avec un humoriste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Pierre-Emmanuel Barré, qui était là aussi. Puis surtout, le jury a été plutôt, bienveillant. On a pu faire la chanson jusqu'au bout et Oui, on a vous pu avez pas été buzzés et non, sortis, en non, non. cours. Donc Ouais. ça, ouf, l'honneur est sauf. Et puis surtout, c'était voilà, c'était un peu extraordinaire pour nous à la fin des 3 ans de tournée qu'on avait fait. On s'était bien battu aussi pour faire connaître ce projet et ça a plutôt bien marché parce qu'on a joué au Point Virgule à Paris, on est parti jouer à Tahiti, on a fait une tournée pendant 3 ans. Vraiment, on a beaucoup, beaucoup, voyagé grâce à ce projet et en fait, bah, c'était, un petit peu le point d'orgue. On a arrêté juste après ça. On a décidé de faire une grande pause parce que on a chacun nos projets respectifs et que à la base, les Frères Ventous, c'était d'abord un délire entre potes qui est devenu un vrai spectacle mis en scène par, Arnaud Joyer d'ailleurs, qui est un acteur et chanteur et qui travaille beaucoup avec, Oldelaf notamment. Et donc c'est devenu quelque chose de très écrit et de très, comment dire? Carré, mais c'était au départ un gros délire. Donc, Mmh. la France a un incroyable talent, c'était, un petit peu
notre baroud d'honneur. Pourquoi avoir choisi la chanson la moins trash, quitte à être casté et à pouvoir, accéder, aux dernières sélections, de pas aller jusqu'au bout de votre projet, de choisir une chanson, C'est une vraiment bonne question. impertinente? Une bonne question. On s'est beaucoup interrogé et puis en fait l'équipe de production qui t'appelle et qui te dit on a moyen de présenter quelque chose au jury. T'es un petit peu obligé de composer avec eux. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient écouté cette chanson qui s'appelle Fabienne, qui est une fausse histoire d'amour. Ils avaient écouté cette chanson, c'était un petit peu c'est un peu la chanson qui nous a fait connaître à pas mal de gens aussi, qui a fait un petit buzz au début. Donc, on jouait un peu la sécurité entre guillemets. Et puis, il y avait toute une histoire qu'on pouvait raconter autour de cette chanson. On pouvait faire croire au jury qu'on était vraiment deux frères et que l'un de nous avait vraiment un chagrin d'amour et qu'on venait là à l'émission pour essayer de lui remonter le moral et puis peut-être lancer un appel et retrouver Fabienne. Donc, on a construit avec l'équipe de production petite histoire, un petit storytelling autour de ça. Et c'est vrai que c'était pas vraiment ce qu'on donne sur scène. Donc, on s'est dit, allez, on y va quand même, c'est pas grave. Au moins pour l'expérience, on verra bien. Mais bon, il se trouve qu'après l'émission, on a pu chanter un petit extrait d'une autre chanson qui a été diffusée aussi. Donc bon, on est plutôt gagnant sur l'aventure. On l'a fait quoi. Voilà. Tu dis que vous avez été casté, on est venu vous chercher? Ou c'est vous qui avez décidé de faire le casting de l'émission? Non, en fait, oui, on a proposé notre candidature. On l'avait fait en fait 2 ans auparavant et ils nous avaient appelé en nous disant bah ça nous intéresse, mais est-ce que vous pourriez plutôt, au lieu de faire une chanson à vous, une parodie d'une chanson de Francis Cabrel ou chose. Donc Ah, nous on a dit non évidemment parce que c'était pas du tout le but du projet. Les Frères Ventous sont vraiment deux entités qu'on a imaginées et qui écrivent des chansons un peu hors sol et qui réalisent pas vraiment la teneur de leurs propos. Donc on avait dit non. On a dit bah finalement non, ce sera sans nous. Et puis l'année dernière, on a quand même retenté notre chance. Et là cette fois, on nous a proposé de venir avec une chanson du répertoire. Donc finalement, on a un peu insisté, et puis c'est eux qui ont dit oui pour cette fois-là, donc c'était cool. donc c'est un espace où vous pouvez tout dire avec les frères Ventouses, où vous autorisez un peu plus de choses qu'individuellement, respectivement sur scène? Oui, indéniablement, mais les frères Ventous ne peuvent pas tout dire non plus. Ils peuvent pas le dire, ils doivent le dire d'une certaine manière. Comme d'ailleurs, je le fais moi aussi dans mes chansons. Au bout d'un moment, on a un style, une patte et à pas vraiment faire un projet parallèle qui est très différent. On a tendance à rester un petit peu sur notre ligne de départ. Les frères Ventouses avaient aussi un cahier des charges entre guillemets. Donc il y a certaines choses qu'ils pouvaient pas dire, ou alors certaines choses qui pouvaient dans la forme. Il y a vraiment des comment dire. On nous a souvent dit c'est grossier mais pas vulgaire. Donc il y a cette ligne quand on écrivait les textes avec Bastien. Déjà il fallait que ça nous fasse vraiment mourir de rire. Il fallait vraiment qu'on ait l'impression que c'était qu'à la fois on avait le son et le sens et que c'était hyper drôle. Si nous ça nous faisait rire, on y allait quoi. Et puis voilà, du coup, j'ai oublié ta question, je suis désolé. Oui, si c'était un espace où vous pouviez absolument tout dire, ensemble plutôt que respectivement, seuls sur scène. Enfin, est-ce que c'était vraiment là, les frères Ventouses, l'opportunité de vous moquer ou de tourner en dérision des sujets, Ouais, que vous ne c'était surtout une tourneriez pas en façon dérision, seuls? oui, puis c'était une façon de se moquer de nous-mêmes aussi. Parce qu'on pratique, Bastien et moi, ce métier de chanteur-poète depuis très longtemps. On a fait beaucoup d'albums et c'était une récréation immense, quoi. Quelque chose qui nous a permis oui, de faire un pas de côté et de laisser le côté romantique, sérieux, un peu engagé, poétique de côté justement, et de se plonger dans ces deux personnages. Ce sont des personnages fictifs, donc c'est à la fois théâtral et musical et poétique. Donc ça nous autorisait effectivement beaucoup beaucoup de nouvelles choses en termes de. D'ailleurs, on l'a vu surtout aux lieux dans lesquels on allait jouer quoi. Se retrouver à jouer dans des cafés-théâtres, dans des festivals d'humour, c'est des choses que nous on connaissait pas en tant que chanteur classique entre guillemets. Donc ça a été vraiment 3 ans de un peu de folie, de délire. Puis il y a les spectacles, il y a aussi ce qu'on fait entre les spectacles, c'est-à-dire qu'on fait de la promotion, on est obligé de proposer du contenu aussi qui fait vivre les deux personnages et qui appelle les gens à venir nous rejoindre
en concert. Donc, on s'est vraiment beaucoup amusé à trouver ce que pouvaient faire les Frères Ventous dans telle ou telle situation. Et voilà, j'invite les gens à aller taper les Frères Ventous. Je pense qu'ils comprendront rapidement que on est dans l'absurde et dans le décalé et que c'était une partie de nous-mêmes aussi qu'on voulait explorer, quoi. Ouais, vous vous prenez vraiment pas au sérieux, quoi. Vous vous êtes amusés, C'est j'ai envie ça. de dire comme des gosses, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'était un peu un prolongement de nos délires aussi entre potes. D'ailleurs, je t'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment au départ, les premières chansons qu'on a écrites pour les Frères Ventous, c'était vraiment des délires en soirée. On inventait des choses. On n'a jamais écrit, Bastien et moi, une chanson sérieuse ensemble. On a, on a toujours écrit que des choses récréatives entre guillemets. Mais on pensait pas au début que ça allait pouvoir être amené sur scène, quoi. C'est après le Covid en fait qu'on s'est vraiment autorisé ça. On avait envie d'un grand bol d'air et puis je pense qu'à un moment donné, moi c'est un déclic aussi où je me suis dit j'en ai plus rien à faire de ce que pensent les gens de moi. Je fais mon truc. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'y arrive. J'arrive à en vivre. Petit à petit, avec le temps, j'ai appris à déverrouiller des choses. Je m'autorisais pas certaines choses au début. Je me prenais peut-être un peu plus au sérieux aussi. Et l'expérience du Covid là après a été un déclic aussi pour ouais pour déverrouiller certaines choses et me dire allez mais qu'est-ce qu'on en a à faire en fait, voilà, faisons-nous plaisir, si c'est ça qu'on a envie de faire on le fait. C'est un peu bateau de dire ça mais c'était pas gagné au départ parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont lâchés entre guillemets, qui nous ont lâchés, qui n'ont pas adhéré du tout à ce qu'on faisait là, qui n'ont pas compris même pourquoi on allait dans ce registre là, à la fois grivois, provocateur, totalement en contre-pied de ce qu'on représentait avant. On avait une image, Bastien et moi, de chanteurs un peu, ouais, un peu sérieux, quoi. Mais la preuve, c'est que c'était possible et maintenant on revient à ce qu'on faisait avant avec cette expérience-là et ce vécu-là et je pense que ça nous a nourri vraiment énormément et ça nous a permis de prendre du recul aussi sur notre métier. Parce Alors que tu as fait ça ne reste, ça n'est que des chansons, hein, ça ne sont que des oui, chansons, donc faut pas non plus se prendre trop la tête. alors tu as parlé plusieurs fois de la période du Covid. Moi, je me souviens justement de tes prises de parole, assez engagées. Alors je sais plus précisément vraiment à quel moment pendant la crise sanitaire, mais je me souviens en tout cas m'être fait la réflexion: «Ah, enfin un artiste qui dit quelque chose de ce qui se passe». Je me souviens t'avoir entendu, tu étais assez même, virulent à un certain moment. C'était quoi ta vie d'artiste à ce moment-là? Ça a été d'abord ça a été une chance parce que je me suis rendu compte que j'avais pas comme beaucoup d'artistes, on n'a pas vraiment de vacances en fait. On se dit pas à un moment donné: «Tiens, je vais prendre des vacances», on le fait, quand ça se présente, mais c'est un métier qui est tout le temps là en fait. Tu coupes rarement, avec l'envie d'écrire ou les idées qui te viennent, sans compter qu'il faut aussi faire beaucoup de démarches. Bref, c'était un moment où d'abord c'était une pause, qui était bienvenue, où moi j'étais plein d'espoir en plus. Je me disais vraiment, «Bon bah, on en est là, OK, attendons de voir et puis, voyons ce qui va se passer après». J'étais un peu comme ceux qui disaient, «Bah, peut-être que ça va être l'occasion de faire un monde meilleur», Oui. naïfs que nous étions. Et puis ça s'est gâté. Ça s'est gâté petit à petit, et moi ça commençait vraiment à me perturber comme beaucoup et comme, je suis un grand bavard et que j'étais pas mal sur les réseaux, j'ai pris des positions, sur les mesures sanitaires. Ma fille était à l'école primaire, donc il y a eu évidemment le masque, qui était pour moi une aberration et puis toutes les incohérences qui ont fait le lit de la vie politique et de la vie médiatique, pendant les premiers temps, ça a été incroyable. Je vais pas refaire le bilan parce que ce serait impossible, mais moi qui essaye de voir la poésie et puis l'entraide, la logique et tout dans les, je sais pas, j'étais perdu, quoi. Donc d'abord, c'était une période apaisante. Ensuite, c'était une période où j'étais complètement perdu. Ensuite, c'était une période où j'étais très en colère, où j'ai effectivement dit et fait des choses qui m'ont même empêché de faire mon métier correctement pendant quelques temps. J'ai refusé des contrats en distanciel parce que je ne voulais pas faire ça en distanciel. Je voulais encadrer des ateliers de chansons, des choses comme ça. Pour moi, c'était
impossible de le faire derrière mon ordinateur. Donc j'ai dit non. Ensuite, quand le pass sanitaire est arrivé, on m'a proposé 1 ou 2 ateliers avec des enfants des écoles, suivis de concerts qui nécessitaient donc un pass sanitaire. J'ai donc refusé des contrats et ça m'a coûté un petit peu comment dire, ça a coupé les ponts justement avec l'asso Voix du Sud parce que ils pouvaient pas faire autrement, parce que sinon eux ne pouvaient pas mener à bien leur mission. Donc il y avait une totale incompatibilité de point de vue, de position, et qui, moi, m'empêchait de faire mon métier correctement. Donc ça, c'était un petit peu douloureux, j'avoue. Mmh. Surtout que ça s'est fait un peu insidieusement. Mais je pensais que ça allait durer un temps et qu'après, on allait me rappeler et me dire, bon, bah, voilà, maintenant, c'est redevenu normal. Et puis, en fait, ça a pas été le cas. Donc, c'est resté comme ça, un peu statu quo. Il n'y a pas eu d'engueulade, il n'y a pas eu vraiment de mots plus haut que l'autre, mais ça s'est fait comme ça. Voilà. Et puis, il y a eu ces sorties aussi de notre président de la République qui m'ont effectivement mis en colère puisque je faisais partie des gens qu'on voulait empêcher, emmerder parce qu'ils refusaient de se plier à certaines règles sanitaires. Donc j'ai déposé une plainte symbolique contre Emmanuel Ouais, Macron. J'ai mais pas tu été. as quand même déposé plainte. Oui, j'ai fait ce geste que je me sentais impuissant en fait. Je me sentais totalement impuissant et totalement bafoué, totalement incompris. J'étais mis dans une catégorie de gens qu'on regardait d'un œil un peu méfiant, en se disant mais il a pété un plomb. Mmh. Et en même temps, j'écoutais comme toi Louis Fouché ou d'autres, et ça me rassurait. Je me disais bon ben a priori ça va, je suis pas fou, je suis pas totalement fou. Mais ça a été une période très difficile. Tu l'as vécu aussi personnellement de plein fouet. Et voilà, donc je sais pas ce que je peux dire de plus. C'est une période assez trouble et qui n'a pas forcément donné des choses très positives par la suite d'ailleurs. Si on regarde bien, le monde est loin d'être meilleur qu'avant, hein, comme on pouvait le croire au début. J'ai envie de dire, tout dépend peut-être avec quel œil on le regarde, avec quel filtre on le regarde. Oui, oui, oui. Mais bon, Bah, je il est suis pas comme toi, joli. moi j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, souvent, J'essaye, mais c'est pas facile. mais parfois c'est pas facile. Voilà. Mmh. Je crois que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce qu'on dit là. Parfois, c'est pas facile, surtout quand il y a des journées où on a des soucis familiaux ou d'autres. Donc ça vient se mêler à. On vit dans une période un petit peu. On a eu de la chance quand même, parce qu'on fait partie d'une génération. Il faut être positif. On a eu une sacrée chance de vivre dans moi mes 50 premières années. Hormis ces épisodes fâcheux, je suis chanceux quoi. J'ai pas. Je m'estime chanceux. Je nous estime chanceux quand même d'avoir grandi. Certes, dans une société de consommation à outrance, mais voilà, là, on arrive un peu dans une période où on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et c'est pas simplement le fait d'avoir grandi ou d'avoir vieilli, d'avoir perdu de l'insouciance, c'est juste factuel. On voit bien qu'on est à l'orée de quelque chose dont on ignore la teneur vraiment, mais on sent que ça peut être prodigieusement compliqué pour Mmh. voilà, utiliser un euphémisme. On sent qu'on est peut-être à l'orée de quelque chose, mais qu'on est aussi à la fin de quelque chose. Et combien de temps Aussi, est-ce ouais. que cette transition va durer? Ça, Ouais. c'est ça qui est inconfortable. Parce que ça, c'est vrai que oui, il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que c'est la fin d'un monde et le début d'un autre. Mais pour l'instant, on n'est pas vraiment à la fin de ce monde de consumériste et capitaliste. Il y a à la fois c'est ça, le verre à moitié plein, c'est aussi l'entraide, c'est aussi les réseaux locaux, c'est aussi les gens qui continuent d'écrire et de parler pour faire valoir plus d'égalité et puis pour défendre aussi, comme tu le fais toi, des causes environnementales. Donc heureusement qu'on a toujours les forces vives qui se battent tous les jours et qui empêchent aussi ce monde de sombrer dans un marasme complètement ahurissant. On va voir. Moi, je veux garder espoir comme ça, mais je me pose aussi la question pour mes enfants. C'est Bah, tu sais, je te parlais tout à l'heure en préparant que hier soir, j'avais été à une réunion du projet Eco qui est porté par une start-up dans l'objectif de la transition énergétique, écologique, environnementale, et cetera. Donc ça a bon dos pour créer du biokérosène pour, je crois,
alors je voudrais pas mal formuler les choses, mais ça pourrait pour 1% de l'aviation. Enfin, c'est dérisoire, sauf qu'en fait, l'idée, c'est d'utiliser la biomasse et tout le système forestier, en gros. Et en fait, c'est une destruction, encore une fois, de nos forêts. Enfin, c'est un projet qui est bancal, qui est destructeur au possible du vivant, sous couvert d'écologie, donc c'est déjà un non-sens. Mmh. Et ce qui était plaisant hier soir, c'était que c'était censé être une réunion d'information de la société Élise qui porte le projet. Sauf qu'en fait, il y a un collectif, le CAD, sur le 64, qui en fait est très actif au niveau environnemental et qui notamment a fait reculer le projet LGV pendant 30 ans. Donc déjà, ça donne espoir parce qu'on se dit: «C'est pas vain peut-être que de s'engager sur des causes où on a l'impression d'être David contre Goliath», mais en fait, bah, c'est bien d'être des grains de sable parce qu'on peut, impacter, des projets comme ceux-là. Et hier, en fait, il y avait toute une organisation, c'était jouissif en fait sur le parking. D'abord, ils nous distribuent des petits cartons rouges en nous disant: «Beh, voilà, on va la laisser présenter pendant le premier quart d'heure comme si, de rien n'était, puis au bout d'un quart d'heure, on va prendre la main et on va arrêter la présentation et on va nous leur poser les questions qu'on veut leur poser parce que ça suffit en fait de subir et de nous faire croire que c'est un joli projet, écologique». Et au bout d'un quart d'heure, effectivement, des bruits de d'oiseaux, enfin, il y a eu du bordel dans la salle, on était une centaine et un monsieur s'est levé, le représentant, je crois, ou le président du CAD, et a pris la parole pour dire: «Stop, en fait. Attendez, là, on n'est pas d'accord à ce que vous racontez. Nous, on est venus pour vous poser des questions et vous allez répondre à nos questions». Et ça a duré entre 2 heures et 2h30. OK. Et c'est pour dire que à tout niveau, à tout moment, on peut, être impactant. Tu parles des enfants, la génération des enfants, qu'est-ce qu'on leur prépare? Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Et ça a été une des questions qui leur a été posée. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais vous êtes à l'aise avec votre projet là par rapport à l'avenir des enfants? Vous pensez à vos enfants? Bien évidemment, ils ont pas répondu à la question, mais il est possible, en tout cas, à tout moment de pouvoir intervenir et de, voilà, de porter sa voix. Et puis quand on est, nombreux, ben, ça a plus de poids et puis finalement, même si on a des grosses sociétés devant, c'est pas grave, on peut faire bouger les choses. C'est Bah, je son vous admire bah, beaucoup parce que c'est beaucoup de temps aussi qu'il faut consacrer, voilà, c'est j'y suis allée à titre, tu vois, informatif pour bien comprendre, en fait, la teneur du projet parce que j'en ai entendu parler il y a que seulement quelques semaines, tu vois? Ils se gardent bien aussi de trop informer sur ce qui se passe, mais je voulais comprendre aussi, même si c'est un projet qui est amené à se développer pour 2027 ou 2028, bon, c'est peut-être bien qu'on s'en préoccupe, dès maintenant, en fait. c'est bien de se tenir informé, d'essayer de comprendre effectivement, même quand c'est pas facile et même quand, on a d'autres priorités, à mener nos vies, voilà, moi, je t'avoue que je suis, pas aussi militant ou pas aussi, je m'informe beaucoup, j'essaie de comprendre, des choses, qui me mettent en colère, j'essaie de lire beaucoup, de regarder des entretiens il y a notamment une chaîne qui s'appelle Thinkerview qui est Mmh. un bon exemple d'entretien exigeant où des néophytes comme moi peuvent apprendre, sur tous les sujets comme, la géopolitique, il y a parfois des artistes aussi qui viennent, il y a des députés, il y a voilà et puis c'est vraiment une chaîne où des gens viennent, raconter un petit peu leur point de vue et t'expliquer des choses parfois très compliquées, en science ou Ouais, donc au niveau de l'économie. Mmh. ouais, voilà. Donc moi, je suis pas hyper militant, j'avoue je fais partie de aucun collectif où il m'est arrivé d'aller manifester évidemment, des choses comme ça, mais j'ai plutôt tendance à prendre position, ben, à la fois dans ma façon de vivre, dans ma façon de mener mon métier aussi ou de m'exprimer. Mais effectivement, chaque goutte d'eau compte, quoi. Mmh. Donc quel que soit la façon dont on mène notre combat personnel pour rendre ce monde un peu meilleur, ça compte. Même si on a l'impression que ça compte pas, ça compte toujours et puis parfois effectivement on a des beaux exemples où des gens se réunissent, au même endroit et arrivent à peser, sur un petit collectif et arrivent à faire, dérailler un petit peu le mastodonte. Ah, mais hier, le collectif a repris le lead. Les citoyens ont repris le lead, clairement. Ouais, Ouais, ouais. c'est des bons signaux positifs qui font du bien. Mais c'est ce que tu as fait toi quand tu as refusé certains contrats parce que ça ne rentrait pas dans le cadre de ton éthique et de tes valeurs. Tu as fait des choix qui ont peut-être donné une nouvelle orientation aussi à ta carrière ensuite. Il y a peut-être un avant et un après aussi Covid pour toi comme pour beaucoup. Ouais, ça Est-ce m'a permis de faire le tri aussi, finalement, de me connaître un peu mieux aussi. Parce que j'ai toujours été un peu comme ça, mais là, pour le coup, je prenais vraiment position. Il y avait même des tensions, intrafamiliales, je savais que on marchait un peu sur des œufs, quoi. Mais effectivement, ouais, c'était une période riche d'enseignement, on va le dire comme ça.
Aujourd'hui, tu en es où de tes projets? Alors aujourd'hui, donc je continue à jouer mon concert lecture Les effets papillons. Je vais, j'ai commencé l'écriture d'un conte musical pour enfants. Donc en parallèle des ateliers que je continue un peu de temps à autre. D'ailleurs, c'est un de ces ateliers qui a déclenché cette histoire qu'on est en train d'écrire avec un ami qui s'appelle Jean-Marc Lemaire, qui a été le leader d'un groupe qui s'appelait Bon Temps Roulé dans les Landes il y a quelques années et qui s'est reformé d'ailleurs il y a pas longtemps. Bref, Mamac m'apporte je l'appelle Mamac, c'est Jean-Marc, mais son surnom c'est Mamac et il est assez connu dans le monde de la musique pas sous ce surnom. Donc on écrit ce conte musical qui s'appelle Plume l'oiseau chanteur et qui sera sur scène à la rentrée d'automne. Voilà. On est dans l'écriture, c'est assez passionnant parce qu'on doit écrire les chansons, la narration, les ambiances sonores. On se projette aussi dans la mise en scène qu'on va commencer bientôt. Et puis voilà, c'est quand même déjà pas mal. Ça me prend beaucoup de temps. Je fais un peu l'acteur, comme je te disais au début de l'entretien. Donc j'ai de ci de là des petites demandes. Là, je vais participer à une série. Je vais jouer un mort. Je vais jouer un jardinier mort, assassiné. Excuse-moi, un jardinier mort. Ah, mais Je c'est tout pense un que, art de jouer le mort. bah, je sais pas, j'ai jamais fait. Et apparemment, on a prévu pour moi une combinaison de plongée en dessous de mon avis de jardinier. Donc, c'est-à-dire, je vais être, à mon avis, dans la flotte pendant pendant quelques heures. Je suppose, hein, j'ai pas lu le scénario parce que c'est juste une silhouette, c'est-à-dire un personnage qu'on voit, qu'on reconnaît, mais qui n'a pas de texte. Forcément, il est mort. Mais et voilà. Donc, la production m'a demandé aussi des photos qui serviront dans l'histoire à faire le lien avec cette victime. Bon, bref. Mmh. Donc, D'accord. c'est des petits rôles sympas et j'adore l'ambiance des tournages, même, surtout même en tant que figurant ou silhouette. On a une position pas trop, qui met pas trop la pression, même s'il faut quand même bien écouter ce qu'on veut de vous et être assez réactif. Mais j'adore cette ambiance. Je pense que ouais, je suis assez cinéphile et donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ça aurait pu être un autre métier si j'avais pas fait de musique. Je pense que j'aurais aimé travailler dans le cinéma. Comment Oui. tu vas te préparer à ce rôle-là? À faire le mort? Bah oui. Écoute, je vais pas vraiment me préparer. Je pense que je vais improviser. Je vais improviser. Je sais pas ce qu'on va me demander exactement. Je pense que je serai déjà mort quand on me verra. Donc, Ah oui, donc j'aurais tu pas auras grand chose à pas faire. Je risquerais pas de faire un un mauvais mec qui meurt, comme un Marion Marion Cotillard dans, dans Batman, Batman. non, c'était quoi? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas si nul que ça, mais on en a fait tellement autour de ce truc-là que c'est vrai que maintenant on peut plus s'empêcher d'y penser quand on voit la série. Mmh. Mais ça reste Et une immense actrice. oui, oui, tout à fait. Et tu parlais de silhouette ou figurant, quelle est la différence entre les 2? Alors figurant, en général, t'es vraiment très très loin dans le cadre, à tel point que souvent on te reconnaît pas. Tu peux passer vite fait, pas loin de la caméra, mais silhouette, on reconnaît vraiment ton visage. Ah OK. J'aurais Le, pensé que le- c'était l'inverse, tu vois? voilà, non, c'est ça. Et un Mmh. rôle, c'est vraiment avec du texte et quelque chose à dire. Donc voilà, la silhouette, ce serait une silhouette allongée par terre, qu'on reconnaîtra essentiellement sur les photos, je pense, de l'enquête. Voilà, donc ça c'est passionnant. Et puis on a dit qu'on faisait une grande pause avec Bastien, avec les frères Ventouses, mais on a quand même deux, trois échéances au printemps et cet été on surfe un peu sur les dates qu'on avait programmées avant de faire la pause. Donc au mois d'avril, au mois de juin et au mois d'octobre, on a des concerts du côté de Lyon, dans le nord aussi, puis à Toulouse. Voilà, bon ça c'est encore un peu loin. Voilà pour mes projets à venir. Toutes les poésies, toutes les récitations, univers l'infini depuis petit garçon. Toutes les géométries, toutes les émotions m'ont mené jusqu'ici à cette simple équation. Raconter des histoires à des gens en chansons, faire vibrer une guitare, un piano. Tu as sorti une chanson dernièrement, La théorie des cordes. C'est quoi en fait cette théorie des cordes? Parce que j'ai vu que ça faisait référence à la physique quantique. Oui. Tu t'intéresses à la physique quantique? Alors
de loin, c'est-à-dire que je m'y intéresse, j'essaye, mais comme souvent, comme beaucoup de gens, j'ai du mal à comprendre, quoi. Mais ça me fascine. Pour moi, c'est lié au temps, et donc je me suis intéressé à des vulgarisations qui sont faites souvent par des gens super comme Étienne Klein ou voilà, ou Hubert Reeves, des gens qui arrivent à me faire comprendre certaines choses sur des dans des domaines qui vraiment sont pas ma tasse de thé au départ. Moi, j'étais vraiment un littéraire pur et dur, très très nul en maths, en physique, en chimie. Mais voilà, comme je vais voir pas mal de vidéos et je lis beaucoup de choses sur ces sciences-là. Et comme j'aime bien parler du temps et observer les petites choses qui en font parfois des grandes, c'était un parallèle. C'est surtout la phrase, la théorie des cordes. Quand découvert ce que c'était, c'est une théorie mathématique qui est pas du tout prouvée encore, mais qui peut faire se réunir la physique quantique, donc l'infiniment petit, et la relativité générale, donc l'infiniment grand. Pour résumer très 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 brièvement, ça pourrait expliquer pourquoi le Big Bang et pourquoi l'univers et pourquoi ce serait une théorie du tout. Donc la théorie des cordes, cette phrase, je l'ai trouvée très poétique. Elle m'a beaucoup parlé. Et puis j'ai pensé aux cordes vocales, aux cordes des instruments, à la corde sensible. Donc en fait, la chanson en question, c'est une métaphore. En fait, j'ai utilisé cette petite phrase pour parler de mon domaine de prédilection qui est la scène, la chanson, la musique. Voilà, j'en ai fait une chanson et un clip qui est fait un peu le bilan aussi de qu'est-ce qu'une chanson, qu'est-ce qu'un artiste et pourquoi je suis content de faire ce métier. Voilà, il y a une vidéo qui a été diffusée là il y a quelques semaines, qui fait un peu le bilan de mon parcours, de tout Mmh. ce qu'on a pu évoquer un peu pendant cet entretien d'ailleurs. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au petit Guillaume? Hem, J'aurais envie de lui dire qu'il a de la chance d'être né là où il est né. Parce que je m'aperçois à quel point c'est déterminant dans une vie d'être né, non pas, forcément, dans une famille aisée, mais au moins dans une famille aimante, quoi. Dans une famille qui m'a permis de m'exprimer, qui m'a permis d'être ce que je suis devenu, en fait. D'arriver à pas me trahir, d'avoir encore cet enfant justement qui vit en moi, tout le temps, quoi. Je crois que c'est une clé de l'éducation. Alors c'est lié à la fois à la famille, aux parents, mais aussi au parcours qu'on peut avoir ensuite. Mais quand même les premières années, elles sont déterminantes. J'ai vu passer il y a pas longtemps un rapport d'une association dont j'ai oublié le nom, mais qui dit que l'État est vraiment défaillant. On a beau mettre en place plein de dispositifs pour aider les familles, pour aider les enfants, bah ça reste quand même un énorme problème et a priori pas résolu du tout. Les conditions de travail, souvent dans le social, sont affreuses. J'ai notamment une amie qui est assistante sociale qui nous raconte son métier. On a tendance à halluciner. Ma compagne elle-même travaille dans un collège en tant que surveillante. Donc elle est confrontée à beaucoup de situations d'élèves qui vivent des choses très très dures. Et voilà, il faut se construire avec ça. Donc l'enfant que j'étais, j'ai envie de lui dire, ben, t'as eu du bol. Vraiment. T'as eu vraiment de la chance. Et puis voilà, lui dire aussi que il aura sûrement peur de plein de choses, mais que ça va aller. Comment tu définirais ta raison d'être aujourd'hui? Je pense honnêtement que ma raison d'être, alors je pourrais dire la musique, la chanson, mais c'est d'abord mes enfants et ma vie personnelle. Je vois trop de gens qui n'ont pas réussi à, comment dire, pour une raison ou une autre, mais qui ont trop mis l'accent sur leur travail ou trop. Alors je mets beaucoup beaucoup de mon métier dans ma vie, hein, c'est indéniable, mais je perds jamais de vue que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ma vie, en tant que papa, en tant que compagnon, c'est être attentif, aux autres, à essayer de justement parfois d'apprendre à me taire et à me dire, «N'oublie pas d'écouter tes enfants, n'oublie pas d'écouter ta compagne» et puis, voilà, donc ma raison d'être, c'est ça, c'est mes enfants et ma compagne et puis la musique. Et quelles sont les valeurs qui t'animent? Alors j'ai entendu au début la notion de liberté, d'indépendance. Ouais, bah, ça oui, je pourrais difficilement faire sans.
Je me suis parfois imaginé faire un autre métier avec des horaires, avec une hiérarchie. J'ai vécu ça avant, hein. Je l'ai vécu et c'est pour ça que j'ai voulu devenir musicien parce que je sentais bien que c'était pas assez pour moi. Mais j'ai fait quand même beaucoup de métiers qui m'ont aussi appris la valeur justement du travail et la valeur de tous les métiers. Parce que j'ai fait vraiment plein de métiers, plein de petits métiers très durs qui aujourd'hui me font, je pense, respecter, je crois, les gens qui œuvrent dans des entreprises très dures, dans des usines, qui font le ménage ou des voilà, j'aime beaucoup écouter François Ruffin parce que pour moi c'est quelqu'un qui défend ces gens-là, les gens d'en bas et les gens qui travaillent d'en bas ou pas hein, même hein, les gens qui travaillent pour des salaires qui sont pas assez valorisants quoi. Voilà, il y a des métiers très durs donc c'est voilà, ce qui m'a appris le sentiment de liberté, d'indépendance et puis l'honnêteté l'honnêteté intellectuelle. C'est d'être en accord avec ce que je dis et en accord avec ce que je fais, d'essayer de pas me trahir le plus possible et puis d'apprendre aussi à m'accepter aussi, à accepter les défauts qui peuvent être les miens. Je travaille beaucoup sur ma susceptibilité. Il peut m'arriver encore d'être parfois de me faire piquer par une remarque ou quelque chose qui me même si j'ai beaucoup travaillé ça, donc je pense que ce sera le combat qui s'arrêtera jamais quoi. De laisser entrer plus de lumière que de pénombre dans mon cœur et dans mon âme. Voilà, et une autre valeur, ce serait le travail, l'exigence et le parce que même quand on est artiste, qu'on a beaucoup de temps libre, en fait, on se rend compte que c'est un métier qui nous prend beaucoup de temps et qui nous demande beaucoup d'exigences. Si on veut réussir à se maintenir et à proposer des nouvelles choses sans cesse et puis à se renouveler quoi, à pas rester là où on est sur son dans sa zone de confort. Donc ça nécessite beaucoup de parfois de courage, se dire bon bah ça je vais le tenter quoi, ce qu'on disait tout à l'heure. Et Mmh. ensuite, une fois qu'on a franchi le pas, de se dire on va pas le faire n'importe comment, il va falloir y mettre le plus de d'énergie et d'exigence possible pour que ce soit imparable, qu'on puisse pas nous dire au moins c'est vraiment nul. Moi j'ai aucun problème à ce que quelqu'un me dise j'ai pas trop aimé quoi ou j'aime pas trop, j'ai moins aimé cette chanson que celle-là. C'est tout à fait voilà heureusement quoi. On peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre je voudrais pas qu'on me dise là t'as bâclé un peu les choses. T'as vraiment pas été au bout du truc. Et donc ça vient aussi d'Astafor. C'était une grande leçon. C'est à la fois mon éducation je pense hein, mon père ma mère qui m'ont toujours poussé dans ce sens-là, mais surtout dans l'écriture de chansons, l'exigence à pas laisser passer un seul mot. Si on bute à un moment donné sur un mot dans une chanson, si on a un doute, c'est qu'il y a pas de doute. Faut revoir sa copie. Voilà. J'interviewe les acteurs du Nouveau Monde sur mon pod. C'est quoi pour toi, Guillaume, le Nouveau Monde? Alors, j'ai beaucoup parce que tu m'avais envoyé quelques-unes des questions Oui. et donc ça j'ai réfléchi un peu à cette question-là. Pour moi, c'est un paradoxe le Nouveau Monde. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Hein. C'est le paradoxe entre les gens qui veulent le bien et ceux qui veulent l'argent, en fait. C'est un peu résumé peut-être un peu trop les choses, mais pour moi, il y a le côté l'argent pourrit les gens, quoi. Je sais plus qui disait ça, l'argent pourrit les gens. C'était NTM dans une de leurs chansons. Je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence entre certaines personnes. C'est l'appât du gain ou pas. L'appât du gain ou l'appât de l'humain. J'ai jamais été riche, je pense que je le serai jamais. Je suis chanceux parce que je suis pas en dessous du seuil de pauvreté, mais parce que je cours pas après l'argent en fait, parce que j'ai pas de grands besoins en tant que consommateur, parce que ça a jamais été ma motivation première. Et je crois malheureusement que quand l'argent est la motivation première, on peut évidemment avoir les deux. Hein. Il y a des gens très intéressants et qui sont très humains et qui sont en même temps qui gagnent de l'argent et donc c'est pas tout blanc ou tout noir, mais quand même on voit bien que les gens qui nous dirigent, les gens qui mènent ce monde, là l'exemple frappant c'est quand même Trump qui vient d'être réélu et qui met à genoux les grands pontes américains que sont Zuckerberg, Jeff Bezos et Elon Musk.
Elon Musk a profité de l'argent qu'il avait eu pendant le mandat d'Obama, je crois, pour financer ses satellites et ses fusées. Donc lui, par contre, il a une idéologie, il me semble, qui est vraiment rejoint celle de Trump, puisqu'il a été élevé en plus en Afrique du Sud par un père qui dirigeait une mine de diamants, qui était plutôt du parti des Afrikaners, donc il a vraiment grandi dans cet environnement. Les autres, je sais pas, mais en tout cas, ils sont obligés là, pour leur intérêt, l'intérêt de leurs entreprises, de faire allégeance à une idéologie voilà, qui bafoue les droits humains. Donc, je pense que l'argent et le profit font qu'au bout d'un moment, un beau média comme Facebook, qui fait le lien entre les gens, qui a pu provoquer plein de choses positives, malheureusement, derrière, il y a quelqu'un qui, au départ de Facebook, il y a un gars qui veut faire une espèce de notation des filles de son campus. Donc ça, on l'oublie, mais ça part quand même d'une idée un peu moyenne, quoi, voire vraiment très bas de plafond. C'est devenu le média social qu'on connaît. Mais en tout cas, aujourd'hui, Zuckerberg, sa motivation, c'est pas faire le lien entre les gens, c'est pas provoquer des révolutions ou permettre aux gens de se... Non, c'est son leitmotiv premier, c'est continuer à gagner de l'argent. Donc le nouveau monde, c'est ces gens-là et les gens comme toi qui discutent pendant 2 heures de musique, de nature, de défense de l'environnement, voilà pour voilà, c'est un peu manichéen peut-être, mais je peux pas l'exprimer autrement que comme ça et puis c'est aussi il y a des choses aussi très positives comme le combat pour l'égalité des droits de la femme, la place que les femmes ont pris et continuent de prendre. Moi, j'ai grandi au milieu des femmes en fait. J'avais une sœur et un frère, mais ma maman était instite, donc le soir quand je rentrais de l'école, les maîtresses d'école étaient réunies après la sortie et j'assistais à leurs discussions. J'étais là, donc j'entendais beaucoup les femmes parler, j'entendais beaucoup les femmes prendre des décisions. Et à la fois mener aussi souvent les choses à la maison. Puis j'ai une compagne qui défend beaucoup les droits de la femme et qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a appris aussi à lire des biopics ou des œuvres d'autrices que je ne connaissais pas. Donc c'est pour moi, voilà, le nouveau monde, c'est aussi le fait que, en ce qui me concerne, j'ai compris beaucoup de choses ces dernières années concernant les femmes et j'ai appris aussi à revoir parfois mon point de vue de mâle dominant, voilà, qui veut absolument qu'on l'écoute et qui veut absolument avoir raison parfois, alors que qu'on ait une femme ou un homme en face de nous, ça fait pas de différence. Et comment participes-tu, toi, à ce nouveau monde? Ben, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est difficile d'être militant vraiment, mais je crois que je suis militant, ouais, encore une fois, dans ma façon d'être et dans ma façon de mener mon métier et dans mes textes aussi. Et dans mes prises de position et dans la façon que j'ai de rester curieux du monde qui m'entoure. Je peux pas vivre avec des œillères en me disant tout va bien, moi c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Je peux pas parce que il faut que je sache à quoi m'attendre aussi. Il faut que j'ai toujours besoin de comprendre ce monde dans lequel je vis. Parfois c'est difficile, compliqué, mais j'essaye au moins de faire l'effort d'être curieux. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la Ouais. question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Euh, Est-ce que je suis heureux? Alors, est-ce que tu es heureux, Guillaume? Oui, Katia. Ouais, ouais, je suis heureux, c'est de la chance. J'ai de la chance d'avoir, j'ai de la chance d'avoir un métier que j'aime, j'ai de la chance d'avoir une femme qui m'aime, que j'aime, des enfants qui, a priori, avec qui je peux discuter de plein de choses, qui m'apprennent aussi beaucoup de choses. En tant que musicien, en plus, c'est une aubaine parce que je pourrais rester vraiment sur mes acquis et comme je suis très curieux de toutes les musiques, j'en parle beaucoup avec mon fils qui est musicien ou même avec mon autre fils qui n'est pas Mmh. musicien mais qui écoute énormément de musique. Donc ça me permet aussi de rester un petit peu en prise avec le monde de la musique. Et puis ouais, voilà, donc je suis heureux, content. C'est quoi être heureux? Ce sera l'objet d'une autre, interview. Enfin, être heureux, c'est avoir du temps pour penser, c'est avoir du temps pour faire la cuisine pour soi et pour les autres, chose que j'aime bien faire. C'est avoir été épargné, je crois aussi. J'ai été assez épargné par la vie, je trouve, quand je regarde autour de moi. Je sais aussi que
Il y a eu des moments difficiles, mais j'ai encore mes parents, j'ai mon frère, j'ai ma sœur. On n'a pas eu de drame, de grands drames dans notre famille. Il y a eu évidemment des maladies, des gens qui sont partis, mais toujours un peu dans l'ordre des choses. Donc, je m'estime avoir été assez épargné. Et c'est ce qui me permet aussi peut-être, en partie, de dire que je suis heureux aujourd'hui. À la fois parce que j'ai fait, je crois, les bons choix, et parce que j'ai plein de gens que j'aime autour de moi. Donc, j'espère que ça va durer longtemps, quoi. Ça, on ne peut pas savoir. Et non. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose avant qu'on termine sur le portrait chinois? Eh ben oui, j'ai fait, euh, j'ai fait un petit portrait. Là encore, tu m'avais envoyé les questions, donc j'ai pu Oui. préparer. Ouais. Alors, je vais te les poser, les Je questions. t'avoue que c'est vachement plus pratique parce qu'un portrait chinois en direct, j'aurais eu tellement de possibilités que j'ai préféré préparer. C'est pour ça que je l'envoie aussi en amont pour que vous puissiez réfléchir aux éventuelles réponses. Alors, si tu étais un plat, lequel serais-tu? Les cannelloni, parce que c'est Ah, un plat de mon enfance que ma maman m'a appris à cuisiner, donc je le fais assez régulièrement. Voilà, c'est un plat que je pourrais sûrement manger, pas tous les jours, mais presque. si tu étais un livre, Alors je serais Broadway, un livre de Fab Caro qui écrit essentiellement souvent des bandes dessinées très décalées, très absurdes. Et là, c'est un roman, c'est l'histoire d'un cinquantenaire qui qui sait plus trop où il en est, qui pour le coup a pas fait les bons choix et qui se pose beaucoup de questions sur sa vie. Et ça démarre, le roman démarre par une une convocation à une coloscopie que le héros reçoit chez lui, et c'est un peu le déclic, et il se rend compte qu'il a 50 ans et que il fait un peu le bilan sur sa vie, et c'est très drôle en fait. C'est vraiment très très drôle. Comme tous les bouquins de Fab Caro, je conseille vivement. Broadway. si tu étais un dicton, Alors là, c'était très très dur de choisir, mais je dirais on ne reçoit qu'à hauteur de ce que l'on donne. tu en avais d'autres dictons que Oui, mais je les celui-là? ai pas notés. Ah, OK. Si tu étais un film, Interstellar de Christopher Nolan, qui est un peu un film magique pour moi, que je n'ai pas encore vu sur grand écran. J'aimerais vraiment choper une séance un jour si un cinéma le rediffuse. Voilà, j'aime tout dans ce film, les personnages, l'histoire, côté scientifique, temporel. Ça se passe sur Terre et dans l'espace à travers plusieurs périodes. J'aime beaucoup les films comme ça qui ont à voir avec le temps. Il y a Retour vers le futur, évidemment, la trilogie. Mais Interstellar, c'est voilà, c'est la façon dont c'est filmé, l'ambiance musicale aussi de Hans Zimmer. Il y a une alchimie dans ce film qui me correspond. et si tu étais un super-héros? Alors je dirais Hulk, Ah oui? ouais, parce que c'est un héros de mon enfance et que j'étais fasciné. Alors je dirais Hulk, et aussi David Banner, qui est pas comment dire, son David Banner, c'est Hulk en fait. C'est le gars Oui, qui se oui. transforme. C'est le personnage qui se transforme en Hulk et qui devient tout vert. Et quand j'étais petit, il y avait cette série, bien avant les Marvel, il y avait une série qui passait à la télévision, de l'incroyable Hulk, et où le gars, dès qu'il se mettait en colère, dès que quelqu'un lui disait un truc ou il se mettait en colère. Alors la transformation était incroyable. Et oui, il devient pas tout rouge, lui, il devient tout vert. Il devient tout vert. Et c'est un petit peu, comment dire, un des aspects de ma personnalité que j'ai beaucoup travaillé. Le fait de me mettre en colère pour un oui, pour un non, d'être un petit peu soupolé. C'était un héritage un peu génétique, je crois. Et aujourd'hui, ça va. J'arrive à me, comment dire, peut-être l'âge et la sagesse font que je me mets moins en colère rapidement. Voilà, il me faut plus de temps et j'essaie de relativiser. Mais c'est vrai que Hulk, c'était fascinant, quoi. C'était un bel exutoire pour les enfants qui parfois se mettent en colère pour un oui, pour un non, pour un caprice. Merci Guillaume pour ta participation Merci Katia pour ton invitation. et merci beaucoup pour votre écoute. Donc j'espère que le parcours de Guillaume vous aura inspiré. Donc n'hésitez pas à le contacter sur ses réseaux. On te retrouve où? Comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec toi? Alors oui, sur les réseaux, on peut aussi venir me voir à la fin des concerts, mais j'ai une page Facebook et Instagram et un site internet où on peut trouver une adresse mail à laquelle on peut directement m'écrire. On mettra donc tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt! À bientôt. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité.
Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.